Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si tout le monde est connecté pour l'instant. On va encore attendre quelques minutes que tout le monde se connecte. On est aujourd'hui, je suis aujourd'hui accompagné de Thomas pour parler des audits d'ADU sur un webinaire qui va durer 1 heure, 45 minutes de présentation et 15 minutes de questions qu'on gardera à la fin. J'en profite pour ceux qui auraient déjà des questions qu'ils voudraient poser, qui peuvent déjà les poser dans l'onglet questions adapté sur la plateforme GoToWebinar, et on les posera à la fin avec Nathalie qui est de l'autre côté de l'écran et qui s'occupe de la gestion du webinaire, qui pourra nous les poser à la fin. Donc voilà, on va encore attendre 1 minute avant de commencer pour attendre les derniers intervenants qui se connectent. Les derniers participent. Bon, très bien, il est 9h02, je vous propose de commencer. Les retardataires pourront se connecter au fur et à mesure. De toute façon, les premiers slides, certains d'entre vous les connaissent déjà. Donc, bienvenue à tous. On est ravis de vous accueillir pour ce webinaire du premier trimestre sur les audits d'ADU qui vont constituer un vrai jalon dans la stratégie énergétique d'aujourd'hui, mais aussi de demain. Donc aujourd'hui, Thomas, si tu peux avancer d'un slide, je suis accompagné donc Corentin Grenier de Thomas, donc je suis responsable commercial chez Sobre Énergie, et Thomas est le responsable du pôle immobilier directement, qui prendra la main dans un second temps pour pouvoir vous expliquer plus en détail le contour des audits d'ADU et la méthodologie de ces audits et de leur réalisation. Le sommaire en 5 points qui va nous emmener jusqu'à 9h45 et puis après on aura 15 minutes de questions. Un rapide rappel sur qui nous sommes chez Sobre Énergie, puis on identifiera un peu le contexte, puis dans un troisième point on identifiera comment on peut identifier ces audits à réaliser au sein de son périmètre. Puis, on abordera les questions des attendus de l'audit d'ADU. Qu'est-ce qui est attendu? Quelles sont la méthodologie? Et après, on parlera de la digitalisation des audits, qu'on appelle de l'audit énergétique à l'audit augmenté. Et donc, finalement, c'est comment on valorise ces audits papier sous format digital pour pouvoir piloter une stratégie au sein de son organisation. Sobre Énergie, qui nous sommes, pour ceux qui ne nous connaissent pas encore, nous sommes une filiale du groupe La Poste et de la Caisse des dépôts, notamment la Banque des territoires. Nous sommes détenus à 47,5% par le groupe La Poste, 47,5% par la Caisse des dépôts et 5% restants par le groupe d'ingénierie Aegis, qui est lui-même détenu par la Caisse des dépôts, donc une société franco-française qui a été créée en 2016 par le groupe La Poste avec un objectif précis qui était de réduire la consommation des 10 000 bâtiments gérés par le groupe La Poste. Le groupe La Poste, c'est finalement la première foncière en France, avec un patrimoine du coup très vaste entre les bureaux de poste, les centres de tri, les plateformes logistiques. Et le projet est né d'une volonté de vouloir réduire la consommation de l'ensemble de leur parc tertiaire. Et donc, on se retrouve effectivement dans cet ADN, que vous trouvez sur un droit, qui est d'accompagner les entreprises et les collectivités aujourd'hui dans la réalisation d'économies d'énergie, ainsi que la réduction de l'empreinte carbone de leur parc tertiaire. Et pour cela, on va interagir sur 3 éléments qui sont indissociables dans cette transition énergétique locale des territoires, qui vont être l'analyse des consommations des bâtiments. Donc, en fait, on vient analyser les différents
typologies de consommation des différents fluides énergétiques, électricité, gaz, fuel, réseau de chaleur, l'eau maintenant qui est si importante. Et on vient faire parler toute cette donnée à travers des data analysts, des energy managers au sein de nos équipes, des ingénieurs ou des techniciens en efficacité énergétique qui vont vous proposer des plans d'action dans la réalisation justement de schémas et de parcours d'économie d'énergie. Et le dernier aspect sur lequel on intervient, c'est l'humain, puisque on se rend compte que les comportements humains, les usages des humains dans le bâtiment ont tout à fait leur importance, puisqu'on parle de 10 à 15% d'économies qui peuvent être réalisées sur ces aspects-là. Quelques chiffres clés, on parle de 62 000 mégawattheures d'économies qu'on a pu réaliser avec le groupe La Poste. Ça représente environ 6,2 millions d'euros d'économies. Preuve qu'il en est en 2023 que l'énergie coûte cher et que la moindre petite économie devient très rapidement rentable. On va maintenant aborder aussi ces enjeux énergétiques sur lesquels on souhaite se focaliser, qui pour nous sont de l'ordre de 3. Le premier enjeu, et qui prendra une part importante de cette présentation, c'est le contexte réglementaire qui est devenu de plus en plus dense ces dernières années et qui oblige des bâtiments, des organisations à réaliser un certain nombre d'actions pour pouvoir soit réduire la consommation de leurs bâtiments, soit se mettre en conformité vis-à-vis d'une réglementation. Et c'est le cas de la loi DADU qui a été instaurée en 2015, sur lequel on va s'étendre un peu plus longuement un peu plus tard. Mais vous avez sûrement d'autres lois dont certains d'entre vous sont assujettis. Je pense notamment au décret tertiaire avec des objectifs de réduction sur les bâtiments d'activité tertiaire pour 2030, 2040, 2050. On revoit effectivement, on reparle maintenant du plan de sobriété qui va finalement reparler des 10% d'économies à réaliser pour l'hiver 2023-2024. Le décret BAX aussi qui va entrer en vigueur en 2025. Qui intervient directement dessus. Le deuxième pilier d'enjeu énergétique, c'est l'optimisation des finances. Et l'année 2023, pour beaucoup d'entre vous, en est le meilleur exemple, avec des coûts de l'énergie qui ont complètement flambé, des multiplications par 4, par 6, par 8 dans certains secteurs, pour certains industriels. Et donc, du coup, le fait de pouvoir maîtriser ses consommations, c'est aussi maîtriser ses finances et les coûts liés à l'énergie. Donc, à travers effectivement des politiques de sobriété ou d'efficacité énergétique, ça permet d'optimiser ces coûts-là. Et le dernier aspect, ni plus ni moins important, qui est la politique RSE et comment finalement on réduit l'empreinte carbone des bâtiments qui représentent 44% de la consommation énergétique en France. Et donc, du coup, la volonté de vouloir réduire cette consommation. Avec qui on travaille, aussi bien finalement aujourd'hui des acteurs privés que publics, principalement aujourd'hui très légèrement des acteurs privés, on représentait environ 60% d'acteurs privés et des acteurs publics, dans lequel vous retrouvez des grands noms, soit des grands groupes, le groupe La Poste bien évidemment, qu'on accompagne à travers ces 10 000 bâtiments, mais des acteurs aussi du secteur des transports, des entreprises de taille intermédiaire, et même de plus en plus des PME qui souhaitent justement monter en compétences parce que ces enjeux réglementaires sont importants et deviennent coûteux pour l'entreprise. Le contexte dans lequel nous sommes, quel est-il? Et je pense que c'était important de le rappeler pour pouvoir avoir une vision de l'agenda qui se dresse devant nous jusqu'à 2030, voire au-delà. 2023, on en parle, c'est effectivement l'audit DADU qui impose à certaines entreprises, on reviendra après quelles sont la typologie de ces entreprises, de réaliser des audits énergétiques réglementaires sur toute ou partie de son patrimoine immobilier. Donc c'est maintenant, c'est une loi qui commençait qui a été établie en 2015, qui est renouvelée tous les 4 ans, parce qu'on doit réaliser du coup cette mise à jour d'audit tous les 4 ans. Donc 2019 était une année anniversaire, 2023 en est une, et vous voyez dans la frise que 2027, il y aura aussi un renouvellement de ces audits énergétiques. L'hiver 2024, on en parlait très brièvement, le plan de sobriété.
que vous avez peut-être déjà entamé dans vos entreprises, qui est un plan lancé par le gouvernement, Elisabeth Borne, l'hiver dernier, de réaliser 10% d'économie pour l'hiver 2023 par rapport à 2022. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà atteint les 5% cet hiver. Il faudra aller chercher les 5% supplémentaires pour l'hiver 2024. 2025, le décret BAX qui impose la mise en place d'un certain système d'automatisation et de contrôle des bâtiments, les GTB pour les plus techniques d'entre nous, les gestions techniques des bâtiments centralisés, qui doivent être réalisés sur un certain nombre de bâtiments d'activités tertiaires et de surfaces tertiaires, dans lequel du coup on retrouve des surfaces de plus de 1000 m². On doit effectivement mettre en place ces systèmes pour 2025, et donc il en convient de réaliser déjà des études de faisabilité pour savoir si ces systèmes peuvent être mis en place pour 2025. 2027, qui est une année assez importante puisqu'il va y avoir une confrontation de deux lois, l'audit d'ADU, le renouvellement, on en parlait, mais aussi le décret tertiaire qui est la date limite pour accepter un dossier technique de modulation. Donc le décret tertiaire qui impose à tout bâtiment d'une activité tertiaire de plus de 1000 m² de réaliser des objectifs pour 2030, 2040, 2050, 40%, 50% et 60% d'économie d'énergie par rapport à une valeur relative choisie entre 2011 et 2019. La plupart d'entre vous sont déjà très familiers avec ce sujet-là, mais peut-être sont moins familiers avec le dossier technique de modulation qui est attendu avant 2027, qui va permettre justement de venir moduler ces objectifs de 2030, 2040, 2050 en fonction de l'architecture de son bâtiment, de la conception de son bâtiment, des équipements de son bâtiment. Je m'explique. Certains bâtiments, par exemple, sont déjà efficaces énergétiquement parlant, et donc il va être très difficile d'aller chercher ces 40% en 2030 ou 50% en 2040 ou 60% en 2050. Et donc, du coup, on va venir réaliser un dossier technique de modulation pour venir moduler ces objectifs par rapport à la réalité physique de son bâtiment. Et ça, on va venir l'expliquer à travers un audit énergétique. C'est pour ça que j'en parle, parce que finalement, l'audit énergétique d'ADU va pouvoir aussi servir à plusieurs contextes réglementaires, le décret BAX, mais aussi le décret tertiaire. Et effectivement, j'en parlais, les objectifs de 2030. Retour sur le sujet principal qui nous concerne aujourd'hui, qui est le contexte d'ADU. Le contexte d'ADU, quel est-il? Il s'agit en fait d'une modification d'un article de loi de l'Union européenne qui impose aux grandes entreprises à mener un audit énergétique tous les 4 ans depuis l'instauration de cette loi en 2015. Donc, ça, c'est le cadre réglementaire. Cette loi, elle impose que du coup, ces audits énergétiques, elles suivent un code qui soit normé. Et pour les plus techniques d'entre nous, il s'agit de la norme NF-EN 16247, qui va être un texte de loi qui va expliquer la méthodologie de la réalisation de ces audits énergétiques. C'est un texte de loi qui est finalement en 4 parties, une partie assez généraliste et puis après une partie par chaque volet. On peut avoir une partie sur la partie bâtimentaire, donc le EN 16247 2, le EN 16247 3 qui va parler sur la partie procédé et le EN 16247 4 qui va parler sur la partie transport, si je ne raconte pas de bêtises dans les chiffres. Qui est concerné par cet audit? Et il s'agit en fait, quand on parle de grandes entreprises, il s'agit de toutes les entreprises qui sont au moins des entreprises de taille intermédiaire, au moins des entreprises au niveau du SIREN, qui ont un minimum 250 salariés ou un minimum 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 43 millions d'euros au bilan. Donc, si votre entreprise a plus de 250 salariés au niveau du SIREN ou 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, vous devez réaliser ces audits énergétiques depuis son instauration en 2015. Si votre entreprise vient tout juste aussi de passer à 250 salariés depuis 2022, on va dire, vous êtes aussi assujetti à cet audit réglementaire et vous devez le réaliser.
sauf si votre entreprise a entamé une démarche d'ISO 50001 sur certains sites. Et dans ce cas, on vient les exempter, ces sites, d'audit énergétique directement. Quelle est après du coup la méthodologie à réaliser sur ces audits? Eh bien, les audits énergétiques réglementaires, ils doivent porter sur 80% de la facture énergétique globale de l'entreprise au niveau du CIREN. Donc, il peut y avoir finalement différentes consommations énergétiques, donc finalement différentes factures que vous allez retrouver. Les principales sont effectivement des factures sur le bâtiment, ce que vous avez consommé en termes d'électricité, de gaz, de réseau de chaleur. Vous allez avoir peut-être des factures sur des procédés industriels qui se trouvent sur le site. Peut-être que certains d'entre vous consomment du gaz pour des fins industrielles ou du pétrole sur la transformation. Et le dernier volet va être finalement toute la partie transport. Peut-être que vous avez une flotte automobile qui vous appartient et sur lequel vous consommez du carburant pour pouvoir vous transporter. Donc, on vient bien retrouver trois volets qui vont constituer la somme totale de la facture énergétique et c'est 80% de cette facture totale qui vous est demandé d'auditer à travers cet audit. Alors après, il y a différentes possibilités, mais on va pouvoir réaliser des échantillonnages. Thomas en reparlera directement pour pouvoir analyser toute une partie, tout ou une partie effectivement des consommations. Quelles sont finalement les sanctions en cas de non, accord ou de cet audit? Si on ne réalise pas effectivement cet audit énergétique, eh bien les sanctions sont assez lourdes parce qu'on parle de 2% du chiffre d'affaires. Donc ça monte assez rapidement, jusqu'à 4% en cas de récidive, en cas de non-établissement. Le dernier aspect qu'il faut que je mentionne, c'est qu'effectivement, ces audits énergétiques peuvent être réalisés par des organismes qui sont certifiés, les plus connus d'entre eux étant la certification au PQI-BI. Donc voilà, on en reparlait de ces obligations d'audit qui a été installée depuis le 5 décembre 2015. Donc ça veut dire que tous les 4 ans, donc là, la prochaine date dans laquelle il est demandé de déposer ces rapports d'audit sur une plateforme, la plateforme de l'ADEME, ça sera le 5 décembre 2023 et que ces audits doivent suivre les exigences de cette norme, l'EN 16247. EN, c'est European Norm, NF, c'est une norme française, et doivent couvrir au moins 80% de cette facture énergétique. L'audit doit dater de moins de 4 ans. Et si vous avez des sites qui sont certifiés ISO 50001, alors ces sites sont retranchés de la facture énergétique globale. Ce qui est important de savoir, c'est que finalement, cet audit énergétique réglementaire, il va vous servir parmi l'établissement de votre stratégie d'audit énergétique. Et là, on a finalement 3 stratégies ou 3 enjeux dans lesquels il faut pouvoir vous projeter dans l'utilisation de cet audit énergétique. L'audit énergétique va peut-être pouvoir vous servir dans un enjeu immobilier, donc par rapport à une valorisation de votre patrimoine, parce que peut-être vous êtes propriétaire, peut-être que vous allez devoir vendre des bâtiments, changer de bâtiment, parce que vous n'avez plus la place d'avoir tous vos employés sur le même site. Peut-être que vous allez avoir des baisses d'activité ou des activités croissantes qui font que les bâtiments, vous allez devoir vous en séparer ou les changer ou les vendre et ou en acquérir de nouveaux. Et finalement, valoriser votre patrimoine à travers un audit énergétique, eh bien, votre bâtiment va prendre de la valeur et donc ça peut s'inscrire dans cette stratégie immobilière de votre entreprise. Le deuxième enjeu, et il est tout à fait important par rapport à cette année, mais aussi les années suivantes, qui sont que le coût de l'énergie a complètement flambé. Le coût de l'énergie va rester très élevé sur les prochaines années, en tout cas plus élevé que ce qu'on a pu connaître par le passé, et que finalement, aider son bâtiment à moins consommer, c'est aussi un enjeu stratégique pour son organisation, parce qu'on va pouvoir diminuer ce coût important de l'énergie dans les organisations. Et finalement, le dernier enjeu, on en a longuement parlé, ce sont des enjeux réglementaires.
Et c'est comment on s'assure que son entreprise, eh bien, elle répond bien aux enjeux réglementaires et elle n'est pas sous le coup de sanctions réglementaires qui peuvent s'avérer extrêmement coûteuses en cas de non-conformité. Donc, tous ces audits s'inscrivent bien finalement dans un cadre et une stratégie. Et il faut voir vraiment cet audit d'ADU, cet audit énergétique réglementaire, comme un jalon dans un parcours d'optimisation d'exploitation de votre bâtiment ou de valorisation immobilière, que ce soit au niveau de votre bâtiment cible, que ce soit dans la totalité de votre parc de bâtiments. Je vais désormais passer la main à Thomas, qui va pouvoir du coup vous parler de comment identifier les audits à réaliser et puis ensuite la méthodologie autour des audits d'ADU. Merci Corentin. Donc, comme vous l'avez vu, il y a un certain cadre qui est défini et maintenant on va essayer de voir dans les faits comment ça doit être calculé au niveau de l'échantillonnage. Donc, pour juste compléter ce que dit ce que vous a évoqué Corentin, donc la loi d'ADU, elle vous évoque le fait d'avoir un échantillonnage qui représente 80% de votre facture totale énergétique. Et donc, au sein d'un parc total, on peut mettre en évidence un certain nombre de bâtiments selon leur catégorie, selon leurs activités. Donc, par exemple, on pourrait regrouper votre parc selon des typologies comme du commerce, des bureaux, du logistique, de l'enseignement et selon un certain usage énergétique. Donc, une fois qu'on a fait cet échantillonnage, il y a un calcul qui est appliqué, que l'on va développer juste après, pour identifier combien est cet échantillonnage sur votre parc de bâtiments. Donc ça, vous avez le choix dans le nombre d'échantillonnages, mais par contre, ce que impose la loi d'ADU, c'est d'identifier 25% des bâtiments de manière aléatoire. Et à cela, on vient, comme vous l'a évoqué Corentin, tous les sites qui sont certifiés ISO 50001. Donc au niveau du calcul, ça se représente comme ceci. Vous avez le montant total de votre facture énergétique à laquelle vous revenez retrancher la facture énergétique que représentent vos sites ISO 50001. Vous multipliez par les 80% que recommande la loi d'ADU et du coup, vous obtenez le montant de votre échantillonnage. Donc, une fois que vous avez déterminé ce montant, vous venez regrouper vos sites par typologie. Donc, comme je vous le disais, ici, vous avez des sous-ensembles A, B, C. Prenons l'exemple A étant une typologie de commerce, B du bureau et C de la logistique, par exemple. Eh bien, il faut que, avec l'auditeur, au moment du lancement du projet, déterminer ces typologies. Ça peut être, par exemple, si vous êtes représenté au national, des échantillonnages au niveau géographique. Si vous prenez un site à Lille, forcément, les besoins énergétiques et les analyses qui vont être faites ne vont pas être les mêmes que celles qui sont à Marseille. Et donc, ça doit être représentatif aussi de votre activité et de votre localisation. Une fois que vous avez déterminé ça, on vient appliquer la racine carrée sur cet échantillonnage. Et donc, c'est ce calcul-là qui va vous permettre de déterminer le nombre de sites à auditer sur cette loi d'ADU. Donc, par exemple, j'ai une société Alpha qui a une facture énergétique qui s'élève à 100 000 euros par an. Et donc, on a également des sites qui sont ISO 50001 qui représentent 20 000 euros et une part de transport qui est relative par rapport à l'activité totale. Donc, on a le détail en bas, on a le 100 000 euros auquel on vient retrancher notre ISO 50001 et on multiplie par les 80%. On a un montant pour la loi d'ADU de 64 000 euros. Donc, ça représente 64 bâtiments qui représentent 80% de la facture éligible pour la loi d'ADU. On a trois typologies, A, B, C, avec la répartition selon le parc que l'on a sur cette société alpha, et on vient appliquer la racine carrée. Donc, on voit qu'on a 4 bâtiments pour la typologie A, 6 bâtiments pour la typologie B et 4 pour la typologie C, ce qui représente 14 bâtiments à auditer. Et donc, le fait d'avoir ces typologies, on sait que pour cet échantillonnage, nous allons devoir
auditer 4, 6 et 4 bâtiments selon les typologies A, B, C. Donc pour ce faire, on peut proposer un Pareto qui permet d'identifier les sites les plus consommateurs selon différents indicateurs. Donc ici, les couleurs orange, verte et rouge, jaune, ça représente les étiquettes énergétiques. Et donc, vous avez la courbe verte qui progresse au fur et à mesure. Et donc, c'est le pourcentage que représentent ces sites. Et donc, le Pareto, ça vous dit que 80% de vos consommations, finalement, se retrouvent dans les 20 premiers pourcents de vos établissements. Et donc, c'est à partir de cette méthode que l'on peut déterminer cette part d'échantillonnage qui doit représenter 80%. Comme vous l'a dit Corentin, l'audit d'ADU, finalement, c'est un jalon qui est réglementaire, mais qui peut être utile pour d'autres réglementations ou d'autres objectifs. Et donc, ça peut vous servir dans le cadre du décret tertiaire ou notamment dans vos plans de sobriété énergétique. Et donc, avec l'aide de ces Pareto, donc ici, on vous a mis les étiquettes DPE, mais on aurait pu très bien identifier les sites qui sont décrets tertiaires, par exemple. Et donc, autant répondre à une réglementation, mais que ça soit également utile à d'autres objectifs qui sont fixés dans d'autres domaines. Les attendus du DADU. Donc, les DADU, finalement, c'est assez clair. Hein. Il y a un cahier des charges qui est fourni par l'ADEME et qui détermine exactement ce que doit contenir l'audit d'ADU et ce à quoi il est utile. Donc, dans ces objectifs-là, le but est de collecter un certain nombre d'informations, telles que la liste des équipements techniques. Donc, celle-ci doit être exhaustive et avec aucune hypothèse. Et donc, l'idée, c'est de récupérer tout ce qui est les quantités d'équipements, quelles sont les puissances, quelles sont les plages de fonctionnement, les régulations, quels sont les rendements, etc. Ensuite, on analyse toute la partie bâtimentaire, savoir est-ce que les bâtiments sont vétustes, quel est l'état de la structure. Et ça nous permet d'identifier déjà un certain nombre de dérives énergétiques. Le but de l'audit, c'est de venir corriger ces dérives énergétiques en proposant des bouquets d'actions, que ce soit techniques ou comportementales. Et donc, le but, c'est, voilà, le cumul des actions permet d'atteindre les objectifs, de les visualiser et de déterminer est-ce qu'on va les atteindre ou non. Parce que ce n'est pas parce qu'on fait un audit énergétique qu'on atteint forcément l'objectif qui a été déterminé initialement. Ça peut mettre en évidence, comme vous le disiez Corentin, notamment dans des dossiers de modulation, ça peut être un argument pour dire, voilà, par rapport à l'investissement que je dois faire, il est peut-être beaucoup trop conséquent et donc il vaudrait mieux avoir une autre stratégie plutôt que de mettre en place des actions de performance énergétique. Ça, c'est dans le cadre potentiellement du décret tertiaire ou d'autres stratégies, mais en général, on arrive à atteindre les objectifs qui sont fixés dans ces audits. Et donc, ça permet aussi de décider de mettre en place ou non les actions à prioriser. Parce que quand vous mettez en place une action, la première action peut avoir un impact sur la deuxième action que vous souhaitez mettre en place. Et donc, l'audit énergétique permet de calculer tout ce bouquet d'actions pour atteindre les objectifs qui sont fixés. Et donc, les objectifs peuvent être de différentes thématiques. Donc, ça peut être financier, ça peut être au niveau réglementaire, ça peut être sur des gaz à effet de serre, sur des investissements, etc. La qualité du DADU. Alors, le DADU, finalement, comme vous l'a dit Corentin, ça se base sur une norme EN 16247, la 1 ou la 2, donc ça c'est pour la partie bâtiment. Et après, on pourrait très bien avoir 3 et 4 pour tout ce qui est transport et industrie. Ici, on va se concentrer notamment sur la partie bâtiment. Et donc, dans le contenu du DADU, on va y retrouver toute la liste exhaustive des équipements, donc sans hypothèse, hein, tout doit être prouvé et annoté. On doit également définir toute la méthode de calcul utilisée, donc ils doivent être reconnus et définis. Le cahier des charges étant très clair là-dessus, le format du livrable doit être également clair et homogène.
on a des auditeurs qualifiés et reconnus, par exemple l'AFNOR ou par l'OPQUBI, et le but étant d'avoir, si vous avez des groupes d'audit à réaliser, l'idée c'est d'avoir une homogénéité dans les rapports et avoir un organisme indépendant. Dans les outils qu'on utilise, on peut mettre en place des méthodes de calcul basées sur de la STD, donc une simulation thermique dynamique, et ça permet d'aller finalement beaucoup plus loin dans l'analyse. Donc, on peut mettre en évidence le confort d'été ou d'hiver. Ça peut mettre également en évidence l'évolution de l'éclairage naturel, un impact du vent sur les façades, des masques sur vos façades, donc des masques, des ombres, de la ventilation naturelle ou également des apports gratuits, par exemple le soleil qui vient taper sur vos vitres et donc ça chauffe l'intérieur de votre bâtiment. Dans le contenu du rapport, vous avez deux thématiques, deux parties. Une partie synthétique qui est à destination du maître d'ouvrage, donc ça permet d'un seul coup d'œil de voir quelles sont les actions à mettre en place et donc ça permet au maître d'ouvrage de lancer tout l'ensemble des démarches sans forcément rentrer dans le détail. Mais par contre, vous avez une seconde partie qui est à destination du responsable technique où là, vous allez vraiment avoir tout le détail de comment atteindre les objectifs, quelles sont les actions à mettre en place. En revanche, vous n'avez pas le détail de quel est le modèle ou la marque de l'équipement à mettre en place. Vous avez la préconisation sur quel usage ou quel équipement agir, mais vous n'avez pas forcément, vous n'avez pas le détail sur la typologie de l'équipement à mettre en place. Et donc, dans ce rapport, vous allez retrouver tout ce qui est les propositions d'action en adéquation forcément avec les objectifs initialement définis au moment du lancement de l'audit. On a une obligation de présenter et de remettre le livrable. On a également l'obligation de présenter les méthodes de calcul utilisées, de fournir l'ensemble des éléments qui ont permis d'établir l'ensemble des résultats. Et donc, dans ce rapport, vous allez retrouver plusieurs indicateurs comme les consommations énergétiques, que ce soit les consommations énergétiques finales ou primaires, les gaz à effet de serre, des étiquettes DPE, donc diagnostic de performance énergétique, ou encore les contrats énergétiques. Et puis, du coup, on propose des scénarios en fonction de ces préconisations et on essaye d'y apporter l'évolution des prix de l'énergie, notamment en ce moment avec des variations assez importantes selon les fluides. Donc finalement, dans le rapport de l'audit, ça se présente comme ceci. Vous avez au début de ce rapport la synthèse, donc avec l'action de performance énergétique, la présentation du site dans son ensemble, donc de quel établissement on parle, où est-ce qu'il se situe. Vous avez l'état des lieux de l'existant, mettre en évidence les équipements qui sont plus ou moins vétustes. Vous avez la synthèse des consommations énergétiques et gaz à effet de serre et dans la partie E, les scénarios d'action. Et ensuite, vous avez tout le détail finalement de ce qui a permis de constituer la synthèse, avec une conclusion et l'annexe qui va centraliser tous les documents qui ont servi au calcul des préconisations. Donc, dans les étapes de réalisation, c'est assez simple, c'est assez classique, je vais dire. On a une réunion de lancement donc pour définir de quoi on va parler, de quels sont les établissements à auditer, quels sont les objectifs qui doivent être mis en évidence, et donc ça va définir finalement le livrable final. La deuxième phase, ça va être de collecter et analyser tous les documents de prérequis qui sont nécessaires à l'analyse. Et donc, c'est là où on a un échange avec l'organisation qui est mise en place. Donc, on a en général un référent projet, un référent technique et éventuellement d'autres personnes, d'autres interlocuteurs qui sont intéressants pour collecter toutes ces informations. Donc, malheureusement, en général, on n'arrive pas à avoir la totalité des documents qui sont nécessaires à la bonne réalisation d'un audit. Et donc, on vient compléter ces documents avec une visite. Donc, ça nous aide
compléter ces documents et en même temps, ça nous aide à avoir une vision réaliste, concrète de l'état de fonctionnement du bâtiment. Une fois qu'on a réalisé cette visite et qu'on a collecté ces bâtiments, on peut débuter l'analyse et la modélisation du bâtiment. Et donc, c'est là où on a les premiers résultats. On traite les données et on constitue le rapport d'audit. On fournit l'audit et on le présente avec la remise du rapport définitif et sa synthèse. Dans la finalité du rapport d'audit énergétique, qu'il soit d'ADU ou décret tertiaire, en général, on a plusieurs bouquets d'actions et notamment dans l'audit d'ADU, en général, on le présente sous différentes catégories d'actions. Donc, vous allez retrouver trois scénarios, notamment axés sur les retours sur investissement. Donc, ils peuvent être moins d'1 an, donc on va dire plus ou moins immédiatement, 1 à 2 ans, 2 à 4 ans ou supérieur à 4 ans. Et dans l'ensemble de ces scénarios, vous allez retrouver le détail des travaux à mener, sans le détail exact de la marque ou du modèle d'équipement pour atteindre ces objectifs. Vous allez retrouver toute la partie investissement, combien représente la mise en place de ces actions en termes d'investissement, le temps de retour sur investissement et toute la partie consommation, donc quel est le pourcentage que cela va apporter en termes de gains énergétiques ou éventuellement en termes de CO2. Et donc, il y a aussi une partie sur la priorité d'action. Comme je vous le disais, toutes les actions peuvent avoir un impact l'une sur l'autre. Et donc, le fait de constituer ces bouquets d'actions, ça vous permet de savoir que si vous mettez en place ce bouquet d'actions, l'ensemble de ces bouquets vous permettront d'atteindre les objectifs qui vous sont fixés. Forcément, si par rapport à ce bouquet d'actions, il y en a une ou deux que vous ne mettez pas en place, ça impactera forcément l'économie d'énergie initialement calculée. Donc, on vous présente ici un exemple d'audit énergétique que l'on peut fournir. Donc, vous avez ici la consommation d'une année type qui a été calculée sur un établissement. Sur le diagramme du haut, vous avez en rouge toutes les consommations issues du gaz. La consommation est assez classique puisqu'on est sur un bâtiment situé en France avec des consommations gaz qui sont orientées plutôt chauffage. Et donc, c'est pour ça qu'on se retrouve avec des consommations plutôt l'hiver, printemps et sur l'automne. Et donc, pas de consommation de juin à août. Et puis, vous avez la partie verte qui représente les consommations électriques. Et donc là, on voit une consommation globalement constante avec une légère augmentation sur la période hiver. Donc, ça peut être une demande en éclairage plus importante parce que les journées sont plus courtes ou éventuellement une légère demande au niveau chauffage. Et donc, en bas à droite, vous avez ce cercle qui vous décortique quelles sont les consommations selon les usages. Donc, on voit que 78% de la consommation est issue du gaz, et du coup, le reste en électricité. Et le fait d'avoir collecté toutes les informations techniques du bâtiment, ça vous permet de savoir où est-ce que vont ces consommations selon les typologies d'usage. Donc, on voit que le gaz est à 78%, enfin, est le plus gros consommateur par rapport au chauffage, donc c'est la plus grosse demande en chauffage. Et puis, toute la partie électrique est finalement orientée sur l'éclairage. Et donc, c'est ça que l'on voit augmenter, notamment en hiver. Et on a également les équipements de CS, donc eau chaude sanitaire, et ici les auxiliaires de ventilation et distribution. Et vous avez à gauche, du coup, le détail sous forme de tableau de la part de consommation selon les usages. Donc, si dans ce cadre-là, il faut faire des économies d'énergie, a priori, le plus gros poste de consommation, c'est le chauffage. Et donc, il faut porter ses efforts, notamment sur le chauffage. Un autre exemple, vous avez ici l'état de vétusté des équipements. Sur quel équipement il faut agir ou sur quelle structure il faut agir. Et donc, vous avez
le détail de la structure. Donc ici, on voit les murs extérieurs, la toiture, le plancher bas, les menuiseries et la performance associée lors de la visite qui a été réalisée par l'auditeur, avec les caractéristiques techniques et éventuellement des commentaires pour mettre en évidence les éléments à corriger. Et donc, vous avez ça également pour les systèmes et les équipements. Ça vous permet d'un clin d'œil de savoir quels sont les points faibles du bâtiment et éventuellement de les corriger ou de remplacer, d'optimiser. Une fois que vous savez sur quels sont les points faibles du bâtiment, vous avez dans les actions, finalement, tout le détail, la description de l'action avec le chiffrage associé. Donc, vous avez le chiffrage sur quel est l'investissement qu'il faut entamer pour réaliser cette action, quelles sont les économies estimées si vous mettez en place cette action, et vous avez le temps de retour sur investissement qui est actualisé selon l'investissement et l'économie réalisée. Et du coup, vous avez au milieu le gain énergétique qui vous dit, voilà, si vous mettez en place cette action précisément, donc ici, isoler l'intérieur de la toiture, vous avez le détail sur quels sont les usages sur lesquels il y aura des économies d'énergie. Et donc, vous avez le détail avant et après travaux, et après tout ce qui est total et retour sur investissement. Comme nous sommes sur un audit d'ADU, on a l'obligation de déposer ces rapports énergétiques sur la plateforme de l'ADEME. Donc, c'est l'ADEME qui a un cahier des charges très précis et un process très précis. Et donc, sur cette plateforme, la personne qui va auditer les établissements va devoir déclarer les sites de l'entreprise, déclarer tous les documents à renseigner sur la plateforme, donner l'ensemble des certificats qui justifient, si c'est votre cas, tous les bâtiments qui sont concernés par l'ISO 50001, éventuellement l'ISO 14001, le dépôt forcément des rapports d'audit énergétique, et vous avez du coup la synthèse sur cette plateforme de l'ADEME. Donc maintenant que nous avons réalisé ces audits énergétiques et que nous les avons déposés sur la plateforme de l'ADEME, on pourrait se demander, mais pourquoi s'arrêter là? Finalement, l'audit énergétique est une aide à la décision, mais ça reste un livrable, un conseil, et s'il n'y a aucune volonté d'agir derrière, on en reste au conseil. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi ne pas digitaliser finalement les audits énergétiques? Alors, le fait de digitaliser les audits énergétiques, ça vous permet de rendre dynamiques les données. Donc, l'ensemble des résultats de chacun des audits sont digitalisés, centralisés au niveau d'une plateforme de restitution. Et donc, ça vous permet, par exemple, de visualiser conjointement tous les résultats. Et donc, ce que vous avez eu comme résultat sur du DADU, potentiellement, vous pouvez l'appliquer ou en tout cas visualiser les impacts sur le décret tertiaire ou votre plan de sobriété. Ça vous permet également d'adapter votre feuille de route au niveau des investissements. Si vous avez 100 audits à mener en DADU, unitairement, on a les résultats, mais peut-être que ça peut vous permettre, quand on prend une vue d'ensemble sur les 100 audits, ça permet potentiellement de mettre en évidence des groupements d'achat pour des optimisations d'équipement. Et donc là, on commence à gagner en efficacité et de voir est-ce que, par rapport à la stratégie que la société s'est fixée, est-ce qu'il n'y a pas des optimisations à faire à droite ou à gauche. Et comme vous l'a présenté Corentin, comme il y a des échéances d'ADU qui sont tous les 4 ans, eh bien, des fois, on l'a vu avec le décret tertiaire, le plan de sobriété, il y a des réglementations ou des trajectoires qui sont définies au fur et à mesure de l'avancée de la transition énergétique. Et donc, ce qui avait initialement été étudié dans un DADU, eh bien, ça peut être redéfini selon d'autres priorités. Et donc, le fait de digitaliser vos audits, ça vous permet d'ajuster selon les trajectoires qui évoluent au fur et à mesure que l'année avance ou que les décennies avancent. Et donc, ça vous permet de réajuster les scénarios sans forcément relancer un audit.
l'audit vous a fait un constat à un instant T. Après, l'audit, il est valable un certain temps. Hein. Si vous attendez 20 ans, forcément, le bâtiment aura évolué. Mais par exemple, si vous êtes dans cette tranche des 4 ans, la trajectoire a peut-être légèrement évolué, mais en tout cas, la préconisation, il y a de grandes chances qu'elle soit encore acceptable par rapport à la vie du bâtiment. Et donc, ça vous permet de réajuster vos scénarios en fonction des objectifs et de la stratégie que vous souhaitez mettre en place. Donc, le fait de digitaliser les audits, finalement, c'est une aide à la décision pour les décideurs parce qu'ils ont cette vision d'ensemble. Ça vous permet de centraliser tous vos audits. Donc, au lieu de, par exemple, vous avez réalisé 10 audits de 80 pages, au lieu d'ouvrir 10 fois les audits et de lire 80 pages d'audit, eh bien là, vous avez uniquement la synthèse de l'ensemble des résultats et que vous allez pouvoir moduler pour adapter selon les objectifs fixés. Et ça aide également à l'engagement des parties prenantes et des collaborateurs parce qu'on voit beaucoup plus facilement l'impact des actions qui sont préconisées et mettre en évidence les investissements associés. Et ça vous permet également de gagner en autonomie par rapport à ça, parce que la plateforme est faite de telle sorte que c'est facile d'utilisation et qu'on voit très facilement les indicateurs que les décideurs peuvent souhaiter voir. Donc, vous avez ici un exemple de restitution d'audit digitalisé. Donc, c'est un groupe d'audit qui a été réalisé au national avec un découpage à droite par région. Et donc, ici, avait été mis en évidence la vétusté des équipements. Donc, quand votre équipement, donc CVC, on était sur du CVC, était vert, c'est que voilà, l'équipement était en bon état et qu'il était en état de fonctionnement de manière très correcte. Par contre, quand vous aviez des couleurs rouges ou noires, là, il y avait des dégradations importantes sur le matériel. Et en noir, c'était carrément des interventions d'urgence à réaliser. Et donc, le fait d'avoir une centralisation de ces résultats au niveau macro, ça permet tout de suite de visualiser quelles sont, alors dans ce cas, les régions en difficulté et de voir qu'on peut potentiellement grouper des interventions. Ici, on voit que la partie noire représente une grande partie, notamment sur la ventilation et le chauffage. Et donc, ça permet d'axer ici les investissements. Ici, vous retrouvez finalement la plateforme qui centralise toutes ces informations. On est sur un client qui a 334 000 m² de bâtiments qui ont été audités. Et à gauche, vous retrouvez toute la liste des actions qui ont été recensées dans chacun des audits qui ont été menés. Le fait de centraliser la plateforme, les actions et les résultats, ça vous permet d'avoir une synthèse de tout ce qui a été réalisé et ça vous permet également de cocher ou décocher les actions que vous souhaitez mettre en place. Et vous pouvez filtrer sur différentes typologies. Donc, par exemple, si vous avez un souhait de mettre en évidence toutes les actions à impact immédiat, donc avec un ROI, un TRI inférieur à 1 an, eh bien, vous cochez cette caractéristique et la plateforme va vous afficher toutes les actions qui ont un retour sur investissement immédiat. Et donc, à droite, vous allez pouvoir estimer le budget qui sont alloués à ce groupe d'actions et voir éventuellement le gain estimé par rapport à ces actions. Et donc, ça va vous permettre de déterminer finalement votre trajectoire sur laquelle vous êtes fixé. Et ça vous permet de savoir combien d'actions vous avez sélectionnées, quels sont les gains énergétiques attendus et également les gains en gaz à effet de serre attendus. Et le fait de se baser sur les audits, donc sur une analyse exhaustive qui a été réalisée, on peut savoir quels sont les impacts par poste de consommation. Donc ici, on voit qu'on a 367 actions qui ont été cochées, 10 millions, ça représente 10 millions de budget estimé, 1 million de gains en euros attendus par an, et on voit que ça
l'ensemble de ces actions représentent, enfin, sont attendues comme ayant un impact important sur le chauffage. On voit qu'on a énormément d'actions qui ont un impact sur le chauffage. Ici, 124. Et après, vous avez l'éclairage et la ventilation qui viennent en deuxième et troisième position sur les actions qui vont être menées là-dessus. Et donc, ça, c'est ce qui aide finalement à la décision et de planifier la trajectoire et la stratégie et de voir est-ce qu'on va réussir à atteindre les objectifs que l'on s'est fixés. Et finalement, au lieu d'avoir un rapport qui finit dans le placard, eh bien, on a cette centralisation qui fait qu'on peut suivre. L'idée, c'est après de suivre avec une plateforme de management de l'énergie, de suivre est-ce que les actions que l'on a mis en place eh bien, ont un impact sur les consommations. Et après, on vient corréler ces consommations avec les indicateurs d'objectifs qu'on s'est fixés. Donc voilà pour ce qui était de la présentation des audits énergétiques type DADU. On espère que ça a été une présentation qui vous a apporté quelque chose. Et puis, si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser dans le chat à votre disposition sur l'onglet droite de l'outil de webinaire. Merci Thomas. Alors, bonjour. Merci. Effectivement. Pardon, Corentin. Si vous avez des questions, c'est le moment. Nathalie, du coup, je te laisse prendre la main. Désolé, je t'ai coupé. Pas de problème. Donc, les questions plutôt dans l'onglet questions, s'il vous plaît. Donc, on a effectivement des questions. Donc, première question, avons-nous une obligation de réalisation et de résultat sur les actions recommandées? Certaines actions ne sont pas réalisables quand nous sommes locataires. Avons-nous un moyen de mutualiser les audits avec les autres parties prenantes du bâtiment? Alors, comme je le disais, sur l'obligation de réalisation des actions et sur l'arbitrage propriétaire-locataire, si je comprends bien. Exactement. Thomas, tu veux répondre ou? J'allais dire que l'audit énergétique donne l'état de fonctionnement du bâtiment et dit comment atteindre les objectifs. Par contre, comment appliquer la réalisation, ça devient dans un second temps. C'est la même catégorie que qui doit faire les travaux, quel est l'investissement à faire sur quel matériel, ça devient dans un second temps. Donc, l'audit énergétique ne précisera pas ces caractéristiques-là, propriétaire, occupant, etc. Oui, alors pour revenir sur le contexte DADU, je rajouterais que le contexte DADU demande le dépôt d'un audit énergétique de votre structure sur la plateforme de l'ADEME. Donc, il n'y a pas une obligation d'économie d'énergie liée à la loi DADU. Et du coup, vous pouvez juste réaliser l'audit énergétique et ne rien faire après, en quelque sorte pour les caractéristiques. Pour critiquer un peu. L'idée, c'est vraiment de pouvoir s'en servir après pour pouvoir réaliser des actions. Il n'y a pas d'obligation d'action dans le cadre de la loi DADU. Et concernant la loi DADU par rapport à l'arbitrage propriétaire-locataire, on parle bien de l'entreprise qui consomme l'énergie. Donc, si vous êtes locataire d'un bâtiment, c'est vous qui consommez l'énergie du bâtiment, autre que les parties communes, par exemple. Et donc, c'est bien votre facture énergétique, c'est vous qui payez la facture, et donc c'est vous qui êtes assujetti, si votre entreprise fait plus de 250 salariés, de faire cet audit énergétique de votre bâtiment en tant que locataire. Merci. Une autre question. Y a-t-il une passerelle possible entre le décret tertiaire et le DADU? Thomas, je te laisse répondre ou tu veux que j'apprenne? Il n'y a pas une passerelle à proprement parler. Si vous entendez une passerelle comme une plateforme ou une corrélation entre une plateforme ADEME, enfin du coup les deux sont ADEME, mais une plateforme ADEME DADU et une ADEME Opérate, actuellement il n'y a pas forcément une passerelle. En revanche,
comme on l'a essayé de l'évoquer pendant cette présentation, si vous êtes assujetti, en tout cas vous êtes dans l'obligation de réaliser des audits d'ADU, forcément l'audit d'ADU, ce sont quand même des objectifs ambitieux et donc ils peuvent vous aider à répondre également à du décret tertiaire. En revanche, les objectifs finaux ne sont peut-être pas forcément orientés de la même manière. Le décret tertiaire est orienté sur des objectifs moins 30, moins 40, moins 50, moins 50, moins 60% sur les années 2030, 40, 50, alors que l'audit d'ADU va plutôt orienter ces objectifs selon des temps de retour sur investissement. Donc, il va classifier sur du très court terme, moyen terme, très long terme. Donc, finalement, ce n'est pas exactement défini de la même manière dans le résultat final, mais on peut très bien faire des corrélations. Et donc, l'audit d'ADU peut très bien vous servir de socle très précis pour atteindre les objectifs du décret tertiaire. Voilà, tout à fait. En fait, dans le rapport de l'audit d'ADU, il va y avoir finalement les différents scénarios d'économie d'énergie qui peuvent du coup se caler sur les objectifs de 2030, 2040, 2050. Et donc, l'audit d'ADU peut servir comme base finalement de stratégie pour pouvoir atteindre les objectifs du décret tertiaire. Merci. Alors, nos bâtiments font plus de 1000 m². Notre CA dépasse les 50 millions d'euros, mais nous sommes inférieurs à 43 millions d'euros au bilan. Sommes-nous concernés par cet audit énergétique? Alors, à première vue, non, puisque la loi d'ADU, c'est 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 43 millions d'euros au bilan. Donc, si vous ne répondez pas aux deux, 50 millions d'euros, mais pas 43 millions d'euros au bilan, et que vous faites moins de 250 salariés, dans ce cas, vous n'êtes pas assujetti à cette loi. Alors, est-ce que cela ne concerne que les sites en France ou doit également inclure les potentiels sites de l'entreprise à l'étranger? Alors, c'est une bonne question. Pour moi, ça ne concerne que les sites français, puisque ce sont des sites qui sont des entités juridiques au niveau du Sirène qui sont répertoriées en France. Est-ce que Thomas, tu confirmes? Je trouve également que c'est une bonne question. Je pense également que c'est les entreprises situées en France. Ça serait à regarder dans la définition réglementaire du DADU. Mais a priori, j'aurais tendance en effet à dire que c'est les bâtiments situés en France. On va noter votre question et puis on reviendra vers vous effectivement avec la confirmation dans un second temps. Ouais. Très bien. Il nous reste 2 minutes si d'autres personnes veulent poser des questions. Alors si, oui, il y en a. Bonjour, on est une société qui fait 60 millions d'euros de chiffre d'affaires, mais nous avons moins de 250 salariés. Sommes-nous concernés par cette loi? Bien, du coup, la réponse est un peu liée à celle que je donnais précédemment. Ça va dépendre finalement du montant du bilan. Donc, vous êtes moins de 250 salariés. Du coup, la question se pose, est-ce que vous avez finalement plus de 50 millions d'euros de chiffre d'affaires, dont 43 millions d'euros au bilan? Donc, si vous en avez 43, 44, 45 millions d'euros au bilan, vous êtes assujetti à cette loi. Sinon, non. Parfait. Donc, effectivement, pour tous ceux qui demandent, le support va être partagé. Le replay du webinaire sera partagé. Nous n'avons pas de questions. Vous avez aussi les coordonnées de Charlotte et de moi-même qui sont affichées. Si vous avez besoin effectivement de nous poser d'autres questions, de nous prendre contact avec nous, je vous laisse le soin de prendre nos coordonnées et de nous recontacter si besoin. J'en profite aussi, s'il n'y a pas d'autres questions, pour vous dire que la semaine prochaine, on réalise un autre webinaire sur le sujet de comment passer à l'action de façon concrète en utilisant ces audits énergétiques.
pour justement pas les laisser dans un tiroir, de pouvoir les digitaliser et les utiliser pleinement dans sa stratégie d'investissement pluriannuelle et de construire comme ça sa stratégie liée à ses audits. Oui, très bien. Merci Corentin. Effectivement, le lien d'inscription vous sera envoyé avec le replay. Merci à tous. Il est 10 heures et bravo d'avoir tenu dans les temps, à tous les deux. Merci à tous. J'espère que ça a été clair pour tout le monde et que ça vous a permis d'y voir plus clair sur cette loi et sur les audits. Et je vous souhaite une excellente fin de journée et une excellente semaine dans ce cas. Merci, à la semaine prochaine. Merci, bonne journée à tous. Au revoir.